Rebonjour tout le monde. Si vous voulez, cet après-midi, je vais continuer ma petite série, ma deuxième série, mon deuxième vidéo sur l'histoire de l'industrie forestière au Saguenay-Lac-Saint-Jean, que j'intitule dans la partie 2, dans les chantiers. Lors de la première épisode, on a traité un peu de l'industrie jusqu'en 1988, là, en passant par les usines de cierge, l'industrie et l'industrie papetière. Mais dans la deuxième série, nous allons traiter de qu'est-ce qui se passait en forêt, toujours en rapport avec le livre de M. Danny Côté, qui a été publié, je crois, en 1988. Et ceux qui sont des amateurs de notre histoire, je le recommande fortement parce que je fais mon deuxième vidéo avec ce volume. Il y a tellement d'informations là-dedans qu'on pourrait peut-être faire une série de 10 vidéos. C'est très très bien fait et c'est pourquoi je le recommande fortement à ceux qui veulent en connaître plus au sujet du développement de l'industrie forestière au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et comme on a vu dans le premier épisode, le domaine des scieries a dominé le développement de forestiers dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour une période d'à peu près peut-être une centaine d'années. Et les pulperies sont apparues au début des années 1900. Et dans les chantiers, moi j'en ai entendu parler parce que j'ai un certain âge. Et mon père, qui était né en 1905, a fait les chantiers. Il connaissait ça. Fait que des fois, il en parlait, là, des fois à la maison, puis avec d'autres, là, qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là. Fait que j'avais déjà une bonne idée de qu'est-ce qui se passait dans les chantiers à cette époque. Et à l'automne, disons, les cultivateurs gagnaient la forêt pour de 6 à 8 mois pour aller faire les chantiers dans les forêts, plus particulièrement les chantiers de la compagnie presse, parce que c'était le plus gros employeur, mais il y en avait d'autres aussi. Et les travaux dans les chantiers, là, c'était... il y avait un genre de pool pour engager les bûcherons. Et la compagnie presse était très très importante là, dans Saguenay-Lac-Saint-Jean, même dans d'autres régions. Là. Ils avaient une dizaine de bureaux d'engagement au début de l'automne pour embaucher des bûcherons pour la saison, la période d'hiver qui s'en venait. Et au Lac-Saint-Jean et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils avaient 4 bureaux d'engagement, soit à Chicoutimi, Dolbeau, Héberville-Station et Jonquière. Et ceci va se produire, va perdurer jusqu'aux, disons, les années 30. Lorsque les années 30 arrivent, les grosses compagnies comme Price Brothers décident de modifier un peu la façon dont la coupe de bois se ferait là, disons avec l'engagement des bûcherons. Là, ils tendent à déléguer à des sous-traitants, disons, la coupe de bois. Parce que probablement que le standard de vie s'améliorant, ça coûtait de plus en plus cher pour les compagnies forestières de faire l'exploitation. Et on voit l'apparition des petits jobbers là, autour des années 30. Et ces petits jobbers-là étaient... c'était presque des entreprises familiales. Beaucoup étaient composés de cousins, c'était un peu de la parenté, là, qui allaient faire la coupe de bois. Et c'est sûr que le standard de vie en forêt avec les petits jobbers n'était pas le même là, que ceux des grandes compagnies comme Price Brothers. Ici, je vais montrer la photo 15 et 17
La photo 15. Vous voyez, c'est un petit camp tout petit, là. C'est fait en bois rond, là. C'est pas bien grand, peut-être pour 7-8 personnes, ça. Et même, on voit ici, là, en avant du camp, il y avait des femmes aussi qui montaient là. Probablement que le jobber peut-être emmenait sa femme quand il n'y avait pas d'enfant, ou je sais pas trop comment est-ce qu'il procédait, là. Puis on les voit le dimanche, il y en a qui joue de la guitare, puis l'autre, la madame est avec son accordéon. C'est comme ça que ça se passait un peu avec les sous-traitants, les petits jobbers pour les grandes compagnies comme la compagnie Price. Et pour les grandes compagnies, c'était... il y avait peut-être des milliers d'hommes en forêt, ces compagnies-là. Là. C'était un peu plus sophistiqué et organisé à plus grande échelle, imaginez-vous, peut-être pour nourrir 1 millier d'hommes ou 1500 ou 2000 hommes en forêt. Là, ça prenait toute une organisation. Et la Price Border avait des dépôts importants en forêt. Si j'avais la photo numéro 14, 14 qui est ici, vous voyez, c'est un genre de magasin général. Il y avait tout, là. L'habillement pour les... l'habillement, la nourriture, la farine, la graisse, tout ce qu'il fallait, là, pour aller plus loin en forêt, où les bûcherons étaient situés. Là, il y avait des cuisines, là, un peu plus loin. Ils s'approvisionnaient là. Et autrement dit, ils rapprochaient l'épicerie de la forêt pour sauver du transport. Là. Ils montaient ça au début de l'automne, puis là, il y en avait pour l'hiver. Et même, il y avait des boutiques de forge, parce que dans ce temps-là, il y avait beaucoup de... Ça se faisait principalement avant, autour des années 30, l'exploitation forestière se faisait avec des chevaux. Donc, il y avait des boutiques de forge dans le bois. C'était... C'était toute une organisation, comprenez-vous, pour l'exploitation de la forêt. Et là, il y en a, comment est-ce que je dirais, donc il y a certains historiens qui pensaient qui ont pensé longtemps que le fait que les colons aillent travailler en forêt durant l'hiver pour assurer la subsistance de leur famille, là, que ça avait nuit au développement de l'agriculture. Et il y en a d'autres qui disaient que c'était le contraire, et probablement que c'est ceux-là qui ont raison. Si on se reporte avec ce qui s'est passé là, aujourd'hui, de nos jours, moi je crois que ça a été un avantage pour les colons là, d'aller chercher une bonne somme d'argent. C'est sûr que c'était pas facile, là. Il y a des gros sacrifices pour améliorer le mieux-être de leur famille en investissant dans leur ferme. Parce que dans ces années-là, autour des années 1900, les gens, ils mangeaient ce qu'ils produisaient, là. Il n'y avait pas d'argent pour s'acheter des choses qu'ils ne pouvaient pas produire. C'est de même que ça se passait. Et quand le colon revenait au printemps avec un bon magot, là, une bonne somme d'argent, ben là, ça lui permettait de faire des investissements dans sa ferme et d'améliorer son sort. Et j'ai sorti dans le livre de M. Côté, là, les salaires que ça se payait dans ce temps-là. C'est là qu'on voit que l'argent aujourd'hui, ça vaut quasiment plus rien. Voyez-vous, de 1954 à 1850 à 1890, les salaires étaient de 10 à 40 $ par mois. Et de 1900 à 1920, ça a parti de 15 $ à aller jusqu'à 125 $ par mois. Parce que là, il y avait la grosse production. Là, ça prenait du monde. Puis il y a des fois, il fallait qu'ils payent un peu plus cher pour du monde. 125 $, ça commençait à être de l'argent, là. Et de 1920 à 1933, là, ça a parti de 125, mais là, ça a dégringolé jusqu'à 126 $. Imaginez-vous, parce que là, il y a eu la grande crise de 29, là. Puis là, il n'y a personne qui avait l'ouvrage. Fait que là, tout le monde voulait aller dans le bois pour gagner de l'argent. C'est pour ça que les prix étaient si bas. Et dans ce temps-là, l'abattage des arbres se faisait soit à la hache, soit au chiottes. Ici, on voit la photo numéro 4. Regardez, on voit qu'il y avait des arbres assez gros au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans ces années-là. Là. Oui, il y en a un qui était prêt à battre au chiottes, là. Et là, quand il était couché, là, il y avait deux hommes qui sciaient en bio avec un gars dans l'or. Ça se faisait tout manuellement, ça. Ça prenait ça prenait des gars en santé là, pour ouvrir tout l'hiver comme ça, là.
Et chez il avait encore, dans les années 30, il avait encore de très gros arbres. Moi, j'ai travaillé à Saint-Félicien, puis il y avait un monsieur Gosselin qui était surintendant de la ville. Là, il était près de sa retraite, il avait près de 65 ans. Et lui, il se rappelait, ça fait longtemps de ça, moi, je travaillais à Saint-Félicien, ça fait bien des années, là. Il se rappelait, il me disait, il dit avant, il dit, au lac Saint-Jean, il y avait des gros pins. Mais moi, je croyais pas ça, comprenez-vous? Ben, je croyais ça, pas plus que ça, là. Mais il disait qu'il y avait des très gros arbres. Et il avait raison, parce que ici, là, si vous voyez, regardez les pins. Là, ils sont après de les écorer. Ils vendaient ça, ça se vendait au pied cube, là. Puis là, il fallait qu'ils les écorissent comme ça à la hache. Puis là, vous voyez, il y a un autre arbre ici. On voit, il y a un homme qui est debout. Puis regardez la grosseur de la souffle du pin. Puis ça, on voit que c'est une cime de chevaux. Là. Il était fourni par il était transporté par des chevaux. Et moi, je voudrais faire une petite anecdote là-dessus, parce que quand j'étais jeune, entre la centrale de l'île Maligne et nous autres, on appelait ça les pelles du 4. Il y avait un barrage, il y avait plusieurs barrages à Alma. Là. Il y avait la centrale hydroélectrique. Après ça, il y avait les pelles du 4. Et là, il y avait un immense pin. Lui, il n'avait pas été coupé parce qu'il était inaccessible. On le voyait même là, quand on était sur le chemin de fer en allant vers aujourd'hui, disons vers dans le bout de nos villes, là, quand on voyait les montagnes des pelles du 4, entre les pelles du 4, on voyait ce pin-là, il sortait. La tête, il sortait par rapport il était bien plus haut que les autres arbres, là. Puis quand on allait là, il y avait un petit chemin pour les employés, là, ça se faisait à pied, il n'y avait pas de véhicule, là. On réussissait à sauter avec l'autre du barrage. Puis on allait voir ce pain-là. On se mettait, je ne sais pas, 7-8 petits gars, je pense, pour être capable de faire le tour. Là, c'était quasiment impossible. Il était immense. Et plusieurs années après, quand j'ai fait mon université, puis ça faisait bien longtemps, quand j'ai retourné à Alma, j'ai vérifié, voir si on pouvait pas voir ce pain-là encore. Malheureusement, on ne le voyait plus. Ça fait que qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendu sur place pour voir qu'est-ce qu'il en était advenu. Ben là, il était rendu, il avait fait son temps, là, puis il avait tombé dans la montagne. C'était avec des roches qu'il y avait là. Puis là, on pouvait marcher dessus encore. Vous savez, il n'était pas complètement pourri. C'est vrai qu'il y avait des gros arbres, des pins au lac Saint-Jean. C'est une petite anecdote que je voulais dire en passant. Et comme on le sait, là, dans ces années-là, le transport du bois en forêt se faisait uniquement avec des chevaux. Et parfois, on utilisait des bœufs, là, parce que c'était moins vite qu'un cheval, mais apparemment, c'était beaucoup plus fort. C'était beaucoup plus fort qu'un cheval, un bœuf. Fait que là, il y a une petite photo ici, là, les photos 7 et 8, là. Photo numéro 7 et 8, on voit là les chevaux, voyez-vous, avec des charges de bois, là. Et numéro 8, ici, c'est la même chose, mais là, les chevaux dompaient le bois sur des rivières ou sur des lacs, là, pour faire la drave au printemps à l'arrivée de la débâcle. Et lorsque la mécanisation est arrivée, elle a commencé à s'implanter, là. Ça, c'est un petit peu avant la guerre, 39-45, là, disons à la fin des années 30, là, début des années 40, là. Là, on a utilisé le snowmobile, la photo numéro 5, que Bombardier avait inventé, là. Le snowmobile, puis là, on voit, il y a une charge de bois en arrière, il traînait ça, puis ça allait très bien. Puis ils ont essayé aussi un genre de tracteur, là, avec une machine à vapeur, là, avec des skis, mais ça n'a pas fait long feu, parce que moi, j'avais jamais entendu parler de ça, qu'on pouvait... Il avait essayé de tirer, c'est sûr que c'était beaucoup plus fort qu'un snowmobile, mais probablement que ça n'a pas fait long feu, cette affaire-là, parce que ça ne devait pas être très lent. Et probablement que ça devait coûter énormément cher là, pour essayer de manœuvrer cette pièce d'équipement-là. Et après la Deuxième Guerre mondiale, là, on a commencé à mécaniser davantage l'exploitation forestière. Et on voit l'apparition de camions 6 roues. Il n'y avait pas de 10 roues dans ce temps-là, c'était des 6 roues, c'était beaucoup moins gros, là. Pour faire le transport du bois, là. Ici, on voit les photos numéro 10, 11. Le numéro 10, voyez-vous, là, ça, c'est la construction d'une glissoire, là.
Ça, c'était pour sauter rapide, là. Pas que les billes restent pris là-dedans, puis ça coûtait cher d'envoyer des hommes au printemps, puis les remettre dans la rivière. Et ensuite de ça, 11, vous voyez qu'il y a une construction d'une écluse à caisson, là, pour être capable d'accumuler des réserves d'eau. Autrement dit, ils créaient des lacs artificiels avec ça. Et si vous allez dans le parc des Laurentides, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de petits barrages comme ça qui ont été conservés par le ministère des Richesses naturelles. Quand ils les refont aujourd'hui, c'est sûr qu'ils les font en béton, là, avec des portes en fer, là, des écluses en fer, en acier, là. Mais moi, je vais à la pêche régulièrement, là, une fois par année, là, je vais au lac Sotoriski, qui n'était pas un lac au début. C'est grâce à l'exploitation forestière de ces gens-là des années 30 là, et avant, là, qui ont fait une digue. Et là, la rivière est devenue un lac, là, puis en passant, c'est un lac très, très poissonneux, mais faut s'atteler très de bonne heure pour avoir une place, parce qu'il est toujours réservé. Moi, ça fait 3 ans que je marque mon coup, je vais pas essayer, puis ça marche pas. Il est plein, en tout cas. Et j'ai sorti un autre chiffre. Il y a tellement d'informations dans ce volume-là. Moi, j'ai resté, je dirais, estomaqué devant le travail que M. Côté a fait avec ça. Il a dû fouiller énormément, là. Imaginez-vous, dans ça, il y a des statistiques pour les principales papeteries qu'il y avait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. À Kenogami, ça prenait 260 000 cordes de bois. Ça, c'était du 4 pieds, là. 4 pieds de long, 8 pieds par 4 pieds d'auteur. Ça en prenait 260 000 pour la papeterie de Kenogami sur une base annuelle. Et Riverbend, à Alma, qui était très, très gros, là aussi, moi, j'ai été élevé là. Ça prenait 230 000 cordes de bois. Imaginez-vous, quand je parlais des stockpiles de pitounes, là, c'est 230 000 cordes de bois de 4 pieds par 8, 4 pieds de haut, là. C'est du bois, ça. Et Port-Alfred utilisait 240 000 cordes de bois par année, Jonquière 60 000, et ça faisait un total sur des 4 papeteries, là, les 4 là, de 790 000 cordes de bois par année. Imaginez-vous le nombre de bûcherons que ça prenait autour des années 30, là, parce que ces papeteries-là étaient toutes en opération, là, pour amener ça à l'usine. Et c'est sûr que ça, c'était tout fait par flottage, là. Tout se faisait par flottage, là. Le printemps, quand la débarque arrivait, là, ceux où il y avait des digues, là, ils levaient les pelles, c'était des choses en bois, des pièces de bois, une sur l'autre, là, pour faire passer l'eau, puis là, ils envoyaient les pitounes là-dedans, puis ça prenait la rivière, puis ça se rendait jusqu'au moulin. Et dans ce temps-là, ben, le printemps aussi, ils faisaient toutes les rivières, là. Il y avait peut-être 10-15 hommes, là, mettons 5-6 chaque bord de la rivière, puis ils prenaient les pitounes qui étaient pris dans le bois, ils les ramenaient dans la rivière, même s'il n'y avait pas beaucoup d'eau, là. Mais probablement qu'il y en emmagasinaient un coup que le gros coup, il n'y avait plus de billes dans le lac qu'ils avaient créé, là, ben là, ils envoyaient un peu d'eau, là, pour que les pitounes puissent descendre. Et ça se faisait comme ça. Il y avait différentes sortes de gaffes, là. Et les billes étaient pas mal grosses parce que les draveurs pouvaient marcher dessus les lacs, là. Ils pouvaient courir là-dessus parce que le bois était assez gros. Aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. Les arbres sont beaucoup trop petits. Le gars calerait, il ne pourrait pas flotter avec ça. Et j'ai mis la photo 20, une embarque sur la rivière Picoba. La photo numéro 20, je vais même reculer là, pour que puissiez la voir. Là. Voyez-vous, on voit qu'il y a un homme ici. Là. Imaginez-vous cette embarque qui est là, là. Il y en avait de la pitoune là-dedans. Là. Hein? Peut-être 5, 6, 7, 10 000 pitounes. Là. Quand il jamais comme ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il utilisait la dynamite. Il mettait des bâtons de dynamite, là, puis boum! Fait que là, il réussissait à débloquer l'embarque comme ça, et les pitounes continuaient dans la rivière. Imaginez-vous les truites qui étaient dans ce coin-là. Ils ne devaient pas sortir vivantes de là. Et aussi, tout le tour du lac Saint-Jean, la même chose, là. Il fallait qu'il y avait dans le printemps, il fallait qu'il
des gars avec des gaffes, là, des pics, là. Ils faisaient tout le tour du lac, des berges où les rivières se jetaient dans le lac, là. Puis là, ils ramenaient les pitounes dans le lac. Puis là, il y avait des bateaux qui les éloignaient là, pour faire un genre avec des baumes, là, pour faire une quantité. Puis là, ils les emmenaient à l'usine. Comme ça, ils les emmenaient jusqu'à Robertval au début. Après ça, il y avait du transport par camion, là. Et c'est sûr que dans ce temps-là, imaginez-vous, là, c'était un travail très, très ardu. C'était difficile, là. Même quand il y avait de la mécanisation, là, là aujourd'hui, c'est pas encore facile, là, mais ça se fait tout mécaniquement, mais ça ne trouve pas toujours quelqu'un au bout de la machine pour la faire fonctionner. Et durant l'été, ben, les travailleurs revenaient sur leur ferme, là, et il y en a qui s'occupaient au sciage du bois aussi, parce que durant l'été, les petits moulanciers, ils faisaient du sciage du bois, puis c'est comme ça que ça se passait. Et ici, j'ai mis quelques photos, là, ceux que j'en ai pas parlé, là, inclus à caisson, ça j'en ai parlé, petite scierie. Il y a une petite scierie à vapeur à Saint-André, il y avait une petite scierie à vapeur là, qui avait implanté, qui est ici, là, à Saint-André-d'Épouvante. Puis il y a eu un projet de papeterie à Saint-André, mais ça ne s'est pas réalisé. Ça ici, voyez-vous, vestige la pulperie de Saint-André. Probablement que c'est Saint-Ramon. Ils ont décidé de construire à Saint-Ramon, là, puis Saint-André est oublié, parce que la rivière Matabachuan, elle va très très loin dans le parc de Laurentides, là, puis il y a beaucoup de bois. Il y avait beaucoup de bois là, pour une papeterie. Et moi, mon père, quand il parlait des chantiers, là, il était jeune, évidemment, peut-être autour des années 20, mettons, il y avait peut-être une quinzaine d'années, là, quand il allait dans les chantiers, là, puis la vie n'était pas facile, là. Hein, l'éclairage au fanal, puis c'est pas que les gars étaient pas propres, mais il n'y avait pas beaucoup de systèmes pour se laver, puis ça se lavait dans le chaudière comme ils pouvaient, là. Puis il racontait que les camps, des fois, ils venaient plein de poux, si vous voulez. Puis quand il y en a un qui amenait des poux, ben, tout le monde en avait. Puis moi, j'ai même vu à Chibougamau, ça, j'ai pas vu ça dans le livre de M. Côté. Moi, j'ai très bien connu M. Paul Gagnon à Saint-Félicien, qui avait une scierie à Saint-Félicien, mais lui, il prenait son bois à Chibougamau, dans le secteur de Chibougamau. Puis là, il s'était bâti un beau camp, là, en bois rond, c'était quelque chose de très bien, là. Mais on avait été à un endroit, là, puis il y avait un ancien camp de bûcherons, mais il y avait différentes hauteurs. Il y avait une hauteur comme ça, puis là, un peu plus... sur l'autre côté, à l'autre bout du camp, là, il y avait peut-être, mettons, une cinquantaine de pieds, ce camp-là. Là. C'était plus haut. J'ai dit, pourquoi c'est plus haut, ça, Paul? Ben, ça, on mettait les chevaux là-dedans. Ça veut dire que les hommes, dans un bord, et les chevaux, si vous rentiez, là, mettons, une dizaine de chevaux dans cette cabane-là, là, ça donne de la chaleur à un cheval. Ça gardait le camp chaud. Imaginez-vous. Ça serait plus faisable aujourd'hui, ça. Ça serait impossible. Et on voit que les Québécois, il faut être fiers de nos origines, là, parce que la vie était très, très dure, mais que voulez-vous, c'était comme ça. Et ils ont développé le territoire, là, un peu partout, là, dans notre province, là, à la force de leurs bras. Et c'est comme ça que ça se passait dans ces années-là, dans les chantiers. Là, j'ai fait du mieux que j'ai pu, là, pour expliquer qu'est-ce qui se passait dans les chantiers, là. Et il y a une chose que j'ai oublié de parler aussi, c'est ce qu'on appelait l'alligator. L'alligator, vous voyez pas, je vais essayer de vous le trouver. Ça ici, là. Ça, probablement que les jeunes, eux autres, ils connaissent pas ça. Mais moi, quand j'étais jeune, là, des alligators, où il y avait des estacades, beaucoup de bois près du moulin, il y avait toujours un alligator. Lui, il pouvait sauter par-dessus les baumes, là, ça ne le dérangeait pas pantoute, parce que l'hélice était... Il y avait une cage en acier, là, des trous, évidemment, il faut passer l'eau, là, mais les pitounes ne pouvaient pas aller là-dedans. Et à l'entrée du moulin, quand le convoyeur descendait dans le lac, là,
où les pitounes étaient, bien là, normalement, il y avait 2 jets d'eau chaque bord, à pression, qui, quand les pitounes arrivaient, ils les poussaient pour que le convoyeur puisse les ramasser et les emmener là, sur le stockpile là, du moulin. C'est là que les pitounes étaient empilées pour l'année. Et quand ça devait jamais trop, ben là, il appelait le gars de l'alligator, puis lui, il arrivait, puis il se promenait en avant de... Il passait partout, cette affaire-là. Il se promenait, c'était fait en acier, là, c'était pas en bois, c'était en fer épais, là. Il se promenait au travers de ces pitounes-là, puis là, ça ne donne jamais, puis ça continuait. Puis quand on voyait sauter les baumes, il arrivait, le baume calait, puis par là. Parce qu'à Alma, il y avait des billes, des pitounes, là, à partir de River Bend, là, la petite décharge, à aller à Saint-Georges, là, presque à l'entrée du lac Saint-Jean. Hein? Parce que ça prenait énormément de bois, là, cette compagnie-là. Quand ça descendait, ça s'en allait dans la rivière, il y avait plusieurs estacades, là. Il y avait plusieurs bombes, il en partait. Des fois, on voyait des gars le printemps là, qui étaient engagés par la compagnie presse. Là. Ils comptaient les pitounes. Ils se mettaient sur le pont de chemin de fer là, ou sur le barrage qu'il y avait un peu plus bas. Là. Puis là, à tout fait qu'il envoyait le compteur. On lui a demandé ce qu'il fallait là. Ben, je compte pour la compagnie presse, savoir comment est-ce qu'il s'échappe de pitounes. Là. Des bombes d'Alma. Probablement que quand c'était rendu, je ne sais pas, dans le coin de Chipcha ou un peu plus bas, vers Chicoutimi, là, il devait peut-être un autre qui comptait les pitounes qui arrivaient. Puis, mettons qu'il en comptait, je ne sais pas, moi, 5000 à River Bend, puis il y en avait 2000 à Chicoutimi qui avait récupéré, mais il en manquait 3000, donc il était pris dans le bois. Puis peut-être qu'avec ça, il envoyait l'année d'après, ou je ne sais pas, il envoyait peut-être des draveurs pour récupérer ce bois-là, le renvoyer dans la rivière, là. Et même aujourd'hui, moi, je passe l'été au lac Saint-Jean, on est dans un chalet, là. Et des fois, on voit encore des pitounes, là. Quand il y a des grosses orages, là. Quand il arrive quand il pleut beaucoup, là, disons, vers les passes aventureuses, dans les dépendances du lac Saint-Jean, des fois, il y a encore du bois qui sont dans le bois, qui ne sont pas pourris. Comprenez-vous? Peut-être qu'ils sont pris dans des roches, je ne sais pas trop quoi, ils sont secs, là. Et quand il arrive un bon couteau, des fois, il y en a qui décollent, mais là, ils se ramassent dans le lac. Puis des fois, on voit ça sur la berge. Il y a putain, ça fait des années que les compagnies papetières font plus de drave, là, puis ils font plus ils mettent aucune bille dans les rivières parce que c'est complètement prohibé aujourd'hui. Puis en plus de ça, produire le papier, on fait plus ça avec des pitounes. On fait ça avec des chips. On écorrie le bio. Ça va pour les passes de papier. Et la balance, on fait des madriers puis des planches avec ça. Sur ce bref petit commentaire, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.